Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission dédiée à la bande dessinée sous toutes ses formes et dans tous les genres. Vous écoutez le Bachicast. Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Bienvenue dans Marabout Bout de Ficelle. Aujourd'hui, deux nouveaux concurrents. Bonjour Max, veuillez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît. Bonjour, alors je m'appelle Max, je viens de faire 31 ans. J'ai une licence dans les métiers du livre et du patrimoine. Je suis blond, j'ai les yeux bleus. D'ailleurs, on m'a toujours dit que Glenn Powell me ressemblait. Vous voulez plutôt dire que vous ressemblez à Glenn Powell. Non, c'est bien lui qui me ressemble. D'accord. Face à vous Fred, qui semble prêt pour le défi qui l'attend. Bonjour Fred. D'où venez-vous Fred? Certainement d'un pays chaud avec ce joli teint laid. Bonjour Laurent, alors pas du tout, je suis né en France à Longcochon dans le Jura et je n'ai pas de teint à lait. C'est du fond de teint pour dissimuler la pâleur de mon visage puisque je suis allergique au soleil. J'ai 38 ans, bientôt 40 et je ne me nourris qu'avec du soda américain. Étonnant, vous n'avez pas de troubles digestifs? J'ai un nouvel appareil dentaire puisque j'ai perdu toutes mes dents et aussi un tube digestif en Kevlar, donc tout va bien. C'est parfait ça. Premier défi, messieurs, Marabout Bout de Ficelle dans le 9e art. Je rappelle les règles, je donnerai le premier, 3 petits chats, puis tour à tour de rôle, vous donnerez une réponse soit BD, comics ou manga, dans le temps qui vous est imparti. Les sous-titres, bien entendu, sont acceptés. Fred, c'est vous qui commencez puisque vous avez gagné à Barbichette. Voici le premier 3 petits chats. Vous êtes prêts? Boule et Bill. Billy Bat, Batman Silence. le silence du Juju, Justice et légumes frais. fraises et chocolat, Le temps est écoulé, Max. Vous avez calé sur Fraises et chocolat de Aurélia Horita. Pas évident, en effet, de rebondir là-dessus, surtout quand on sait de quoi ça parle. Bravo, Max, pour le Justice et légumes frais aussi, d'ailleurs, qui fait référence d'ailleurs au premier tome de la série jeunesse Imbattable. Une très belle série d'ailleurs à découvrir. Belle première manche, messieurs. On fait les totaux. 2 bonnes réponses pour Max, donc 2 points. 3 points pour Fred, donc 3-2. Mais rien n'est joué, rassurez-vous. Voici le second défi. Je vous donne l'indice. Soyez prêts. C'est à vous de commencer, Max, avec un album de Tintin. Attention, à vous de choisir le titre. Ok, on a marché sur la lune. lune froide sur Providence. Danse avec moi. Moi ce que j'aime c'est les monstres. Monstre à peur des monstres. J'ai sur le bout de la langue... Le temps est écoulé. Oh. Je suis désolé, vous avez fait référence au livre d'Émile Ferris. Je profite de l'occasion pour rappeler que le tome 2 vient de paraître, toujours aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. On a eu droit à Lune d'argent sur Providence, une série d'ailleurs courte en 2 tomes qui existe désormais en intégrale et qui mêle western et fantastique, donc belle ref. Bravo Max, vous venez d'équilibrer les comptes puisque vous êtes à 5 points chacun. Voici le dernier test, attention pour vous départager. Max, ce sera à vous de commencer, vous devrez trouver un titre comprenant le mot monstre. C'est parti. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. le sommeil du monstre. Pearl et le monstre marin. Le monstre et la bête. Les 4 races et le monstre marin. L'empereur et le monstre. Batman et les monstres. Monster. Et non, désolé, Monster ne fonctionne pas. Vous aviez encore le choix avec Mauvais Monstre aux éditions Glénat, Le Monstre de Noirville, qui est une aventure de Ricochet, et beaucoup d'autres encore. Bravo Fred pour vos références, Yaoi d'ailleurs, je vois que c'est un genre que vous aimez particulièrement. Fred a donné 3 bonnes réponses et 4 pour Max. C'est donc Max qui remporte la victoire au meilleur des 3 manches. Bravo messieurs, belle partie. Fred, vous ne repartez pas bien sûr les mains vides puisque ce sont des baguettes refroidissantes qui vous permettront de refroidir vos nouilles avant la mise en bouche. Super, merci beaucoup. De rien. Pour notre vainqueur, vous pourrez partir avec la personne que nous choisirons au Mexique, à Juarez, exactement pendant une semaine. Au cœur de cette ville dynamique, vous pourrez goûter aux produits locaux, les enchiladas cocaínas ou encore aux célèbres tacos à la sauce pimenteroine. Et si vous avez de la chance, vous pourrez même rencontrer quelques barons des cartels qui œuvrent pour que Juarez rayonne dans le monde entier. C'est la fin de Marabout Bout de Ficelle. Merci et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. C'est bientôt Noël et comme d'habitude, il est temps pour nous d'établir nos tops de l'année. C'est toujours un crève-cœur puisque nous devons restreindre le choix parmi tous nos coups de cœur et cette année encore, ils furent nombreux. Il y aura donc des sacrifiés sur l'autel du temps puisque c'est tout ce qui nous manque pour vous parler des titres que nous avons aimés. Ce sera donc un top 3 qui, je l'espère, vous éclairera, on peut même dire normalement comme ça, c'est bien, c'est mieux, c'est mieux, dans vos idées de cadeaux à demander au Père Noël. Alors, le top 3, on va commencer par le 3, le 2, et puis on finira bien sûr par celui que vous avez préféré de l'année. C'est jamais évident à faire, mais il a fallu faire un choix. Qui veut commencer? Qui veut parler de son 3e top?
Fredo, si tu te sens prêt? Bah ouais, carrément. Je vois Allez. que Max nous fait des grands signes, donc je pense qu'il est pas prêt. Donc je veux bien me lancer. Donc le top 3, sans aucune surprise pour ceux qui viennent régulièrement comme d'habitude à la librairie, qui papotent un petit peu avec moi. C'est un manga et c'est PTSD Radio de Masaaki Nakayama, Excellent. qui est sorti aux éditions Mangetsu. C'est une série qui sera achevée en 3 tomes et c'est une série ô combien horrifique. Voilà, vous savez mon appétence pour l'horreur. Alors pourquoi ce manga ? Parce qu'il a le mérite, selon moi, de sortir un petit peu des sentiers battus. On a beaucoup d'horreur que je trouve un petit peu trop, non, enfin c'est pas un reproche, mais un peu occidentalisé, même avec Junji Ito. C'est une horreur qui nous parle. Il s'est inspiré quand même du folklore japonais, mais je trouve que c'est une manière de raconter qui reste habituelle pour nous, lecteurs occidentaux. PTSD Radio, on a vraiment une approche très cinématographique, très proche de la J-horror. Si je fais une comparaison avec le cinéma, moi ça m'a beaucoup fait penser à The Ring ou encore Darkwater. Ouais, de Ce belles genre de rêves. film, voilà, avec une ambiance très très lente, ça prend le temps de poser un petit peu les bails, comme disent les jeunes. Pour l'histoire, c'est très simple. On suit en fait un groupe d'individus victimes en fait d'une malédiction, une malédiction liée à la déesse Oguchi. On a très très peu d'informations sur cette divinité, si ce n'est qu'elle apparaît sans vraiment apparaître. C'est très lié aux cheveux, donc on retrouve pas mal de Ring. cheveux, voilà, dans Ring, dans tout le folklore un petit peu japonais. Il n'y a pas de page horrifique à proprement parler, on n'est Oui. pas sur du gore. on De n'est pas- l'épouvante plus alors. Voilà, on est plus sur du suggéré. C'est D'accord. très très suggéré, et moi ça m'a mis très mal à l'aise. Enfin, c'est vraiment une lecture qui m'a beaucoup dérangé, dans le bon sens du terme. J'aime bien être remué un petit peu quand je lis ce genre d'ouvrage. Et le petit plus, c'est vrai que j'en parle à chaque fois, que je trouve que ça contribue un petit peu à l'aura horrifique de ce titre, c'est qu'il faut savoir en fait que la série devait durer beaucoup plus longtemps, mais en fait l'auteur a mis fin brusquement à son manga, parce que ses assistants et lui ont commencé à être victimes en fait d'événements paranormaux que lui-même dessinait dans son manga. Alors je te vois... Pas à nous, je te vois un Fredo, petit pas peu. à nous. Alors je te vois un petit peu sourire. Parce que ça me fait penser à l'exorciste de William Friedkin où tous il y les avait, acteurs, voilà, il y voilà. avait eu un petit souci. Là, en l'occurrence, alors c'est véridique, j'en ai parlé en tout cas avec l'éditeur et c'est de notoriété publique. Il a été malade en fait, comme certains personnages dans son manga. Même ses assistants ont été hantés. C'était un Si petit c'est peu. la Covid, c'est un peu normal. Non, Alors ça a été fait bien avant le Covid. C'est quand même une assez vieille série, enfin début des années 2000. Toujours est-il qu'en fait ça allait tellement loin, ses assistants ont eu tellement peur qu'il a mis fin brusquement à son manga. Alors je connais la fin, ça clôture quand même plus ou moins oui, on reste pas sur quelque voilà, chose de. le manga, mais il veut plus en entendre parler. C'est-à-dire que il s'est dit non, je suis maudit, c'est pas possible, et il veut plus qu'on lui parle de cette série, et il la relancera plus jamais. Elle est terminée en 3 tomes. Ça Et rajoute, je trouve que voilà, ça rajoute en voilà, plus, ça Le lore contribue, autour de la voilà, série. le lore autour de la série. Donc voilà, très très gros coup de cœur. C'est pour moi. Je trouve qu'on a eu une très très belle année et en BD, en comics, en manga. Ça fait partie d'une des meilleures lectures que j'ai en manga et c'est celui que je retiens en tout cas Ouais. à la 3e C'est un place. super cadeau à mettre sous le sapin, ça, pour les fêtes de Noël. Exactement, voilà, histoire de faire des petites nuits pleines de cauchemars. Ouais. Excellent. Merci. Donc PTSD, c'était ton top 3. Voilà, tout à fait. Alors Max, c'est à ton tour de nous parler de ton top 3, s'il te plaît. Alors moi j'enchaîne sur un titre aussi un peu horrifique, pas le cadeau idéal pour Noël, mais un gros coup de cœur, une série que je suis en manga, qui s'appelle The Summer Hikaru Died, de Mokumoku Ren, chez Pika. Mokumokuren. Une super série dont je vais vous parler tout de suite. Hikaru et Yoshiki sont 2 amis d'enfance et ont grandi ensemble dans un hameau reculé. Mais un jour, les doutes qu'éprouvait Yoshiki depuis quelque temps se confirment. Depuis sa disparition en forêt 6 mois plus tôt, Hikaru a été remplacé par autre chose. Donc on suit 2 amis d'enfance, dont un personnage change un peu de personnalité et son ami s'en rend compte. Et en fait, d'entrée, il y a une espèce de twist qui m'a accroché, mais j'ai rarement vu ça en fait. Et c'est de la tranche de vie, avec au fur et à mesure des tomes, une approche un peu enquête paranormale, sur un peu les mythes et les légendes urbaines de la ville dans laquelle ça se passe. Et surtout la relation entre ces 2 personnages qui évoluent énormément,
avec un peu à la Ho Chi Minh des espèces d'emprises psychologiques l'un sur l'autre. Et j'ai trouvé leur relation fascinante. Un qui admet ne plus reconnaître son ami et son ami non plus ne se reconnaît plus. Et en fait, il va quand même continuer à faire semblant. À faire semblant que c'est toujours la même personne, ou en tout cas à s'adapter à cette personne. Et c'est super bien fait sur l'aspect psychologique. Bah écoute, tu m'as donné envie de le lire celui-ci, il est en combien de tomes? Pour l'instant, il y a 4 tomes et c'est en cours de parution. Ah oui, donc tu parlais de l'aspect psychologique, mais il y a aussi un aspect qui est horrifique, qui se dessine petit à petit avec l'arrivée notamment d'un enquêteur. Je vais rester évasif volontairement pour pas spoiler, mais d'ailleurs une ambiance horrifique, je trouve qu'il se rapproche un petit peu de PTSD, dans le sens où c'est très Japon pour le coup, c'est vraiment le folklore local. Pour le coup, il y a un peu plus de body horror via le personnage de Hikaru, mais pour moi, il y a l'aspect psychologique, mais on reste quand même sur un titre assez horrifique. Mais je te rejoins aussi sur le côté quand même tranche de vie, parce que la relation des deux personnages, elle est quand même très très particulière et vraiment prenante. Je trouve que c'est super bien écrit. Ouais, c'est un coup de cœur apparemment unanime, ce titre-là. Ouais, c'est validé, ouais. Eh ben, très bien. Validé même. Oh ben super. Merci Max donc pour ton top 3. Eh ben, le mien c'était Worm. Vous vous rappelez de ce titre-là que j'ai encensé également dès sa sortie. Worm donc d'Edel Rodriguez qui est sorti aux éditions Bayard Graphique. C'est un livre autobiographique. Un véritable coup de cœur, une véritable claque, je pourrais même dire. J'en ai parlé assez comme ça. Mais je vais remettre une couche encore maintenant. Il s'agit d'Edel en fait qui raconte, qui est né en 71 et qui est né à Cuba, sous Castro. Alors il rentre pas directement en 71 dès sa naissance. Il retrace un peu la vie politique de Cuba, notamment avec la chute de Fulgencio Batista, qui est le premier dictateur renversé par Castro. Et tout le monde le voit comme un libérateur avant d'être déçu, puisque bien sûr il y a l'épisode de la baie des cochons, puis la crise des missiles, et enfin le parti unique de Castro en 65 où il devient pour le coup un véritable dictateur. Et donc Edel Rodriguez raconte son enfance dans ce Cuba sous Castro, sous surveillance, où tout le monde s'épie, où les voisins se surveillent. Ils se livrent parfois même à la délation lorsque ils identifient un traître, ce qu'on appelle donc un worm, ce qu'ils appellent un worm, une vermine, un ver de terre. Et donc c'est ça, c'est cette enfance dans un Cuba où les parents ils sont épris de liberté, malgré tout ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent puisque les voisins, la famille sont sous étroite surveillance. Ils veulent donc quitter Cuba. Ça ne se fait pas de manière la plus aisée. Oui, il y a même un épisode où la famille tente de fuir, et c'est la seule fenêtre ouverte par Fidel Castro d'ailleurs pour que les gens qui veulent rejoindre en tout cas les États-Unis, fuir le communisme instauré par Castro, ils ont une courte fenêtre qui est autorisée. Il y a des navires qui vont être affrétés pour permettre à toutes ces familles de quitter le pays, mais pour la quitter, ils vont être parqués dans des camps. Et cet épisode notamment, il est extrêmement dur à suivre, extrêmement éprouvant, émouvant. J'imagine même pas la détresse des familles, notamment quand ils ont des enfants. C'était le cas d'Edel Rodriguez, il était jeune, il avait 9 ans à l'époque. Donc ils arrivent à quitter malgré tout les États-Unis. Ils arrivent tous aux États-Unis, dans un pays qu'ils ne connaissent pas, dont ils ont entendu parler, fantasmer. C'est pour beaucoup une certaine désillusion, en tout cas une nouvelle terre d'accueil qui ne met pas tout en œuvre pour accueillir ces immigrés. Et Edel raconte donc son parcours. Il a réussi à se construire, il est tellement bien parvenu qu'il est devenu directeur artistique du Time. Et il a vu, lui, la montée du populisme, notamment l'arrivée de Trump pendant les élections. Et il a fait en sorte de le montrer dans le Time et Der Spiegel aussi. Il a fait des couvertures qui sont devenues mondialement célèbres. Allez voir, soit dans le livre ou soit sur Internet pour voir un peu comment il a dépeint Trump qui ont fait ces couvertures. Donc c'est une formidable prouesse parce qu'en plus il a utilisé un graphisme extrêmement puissant que j'ai trouvé vraiment touchant et impactant, puisqu'il utilise une bichromie rouge et noire.
Et c'est vraiment une véritable claque. On connaît tous la grande histoire, maintenant c'est la petite histoire dans la grande, ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur Cuba et c'est un livre que je considère maintenant comme incontournable. Ben ouais, Worm, en tout cas tu nous en as beaucoup parlé. C'est vrai que j'ai parmi mes nombreuses lectures, parce que je pense que je suis numéro 1 en nombre de lectures, mais oui, il faut que je rectifie le tir, ça a l'air vraiment très bien. Donc j'enchaîne alors sur le top 2. Ouais, c'est ça. Alors le top 2 c'est un top un peu particulier. Il s'agit des Contes de la Pieuvre de Jess. Voilà, bien. il faut savoir que j'ai découvert la série cette année uniquement. Donc vraiment très tardivement. Et avec la sortie donc de Fanny la Renoueuse, en fait, parce que vous avez remis en avant toutes les BD, et je suis juste tombé littéralement amoureux de cette série. Enfin, j'ai trouvé ça incroyable. Du premier jusqu'au dernier tome. Après, bon, j'ai des avis un peu plus mesurés sur certains volumes, mais dans l'ensemble, c'est incroyable. J'y pense tous les jours. Je pense que j'en parle régulièrement. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, ça se passe dans un Paris en plein 19e siècle. C'est comme un récit fantastique. Complètement. Où on suit un petit peu des personnes qui ont des talents, en fait, qui ont chacun des pouvoirs un petit peu particuliers. Je l'ai pas précisé, donc il y a 4 tomes. Chaque tome est centré sur un seul personnage. J'ai pas précisé l'édition non plus, il me semble que c'est Delcourt, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc chaque tome est consacré à un seul personnage, et ce qui lie essentiellement en fait les 4 ouvrages, c'est une organisation criminelle qui s'appelle La Pieuvre, et qui chapeaute un petit peu tout ce qui se trame en fait. Ils sont derrière pas mal de sales affaires, et c'est eux donc qui lient les 4 persos, et j'ai trouvé ça dingue. Enfin, je trouve qu'il y a une écriture très poétique, notamment sur le premier avec la malédiction de Gustave Babel, qui lui, son pouvoir est de pouvoir parler toutes les langues. Il est capable de comprendre et de parler toutes les langues. Moi, l'un de ceux que j'ai préféré, j'ai beaucoup aimé Le Destin de Trouveur. Le tome 3, alors ça, c'est le tome 2, qui est pas mal. Le Destin de Trouveur, c'est celui qui jette un caillou sur une carte et qui est capable de retrouver les gens. Le tome 3, c'est le cœur. Et le tome 3, c'est Célestin et le cœur de Vandrézan. Voilà. Moi, ça, c'est mon préféré. Ah ouais, celui-là, très bistrot. Ouais. Voilà, ça se passe justement dans la Pieuvre, ça s'appelle. Oui, c'est le bar. Est-ce qu'il s'appelle La Pieuvre? Ouais, je crois que c'est il me semble que c'est La Pieuvre. D'accord. Voilà, très centré sur ce bistrot, avec le pouvoir de Célestin qui lui voit les gens tels qu'ils sont réellement. C'est génial. Alors j'ai peut-être l'air très brouillon dans ma manière en fait Non, mais en fait, c'est une œuvre dense aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Et je trouve que j'ai la chance, en plus de les avoir enchaînés, parce qu'effectivement, il y a pas mal de clins d'œil d'un ouvrage à l'autre, dont certains qui se suivent. Donc, c'est le 3e et le 4e qui se suivent. Toujours est-il que je me suis régalé. Je sais que vous pensez plus ou moins la même chose. Complètement. C'est une œuvre qu'on conseille en permanence à sa sortie, et c'est vrai, ça fait partie des séries qu'on arrive à représenter de temps en temps, mais en fait c'est tellement dense qu'on n'y pense pas systématiquement. Tu sais, quand on nous demande une série fantastique, etc., c'est pas le premier choix, alors que il devrait l'être, parce qu'elle est tellement riche, elle est tellement encore une fois dense et bien ficelée. Et puis après il y a un graphisme fou. Enfin, le parti pris graphique de Jess, il est incroyable. Et même si vous adhérez pas forcément au dessin, on vous invite quand même à essayer, parce que rien que pour la narration qui vaut le détour, un peu à la RIP, vous pouvez retrouver des personnages qui reviennent dans chaque tome, etc. Ça tisse une fresque, en fait, un univers assez énorme. Et le contexte du Paris un peu sale aussi, il y a tout un contexte historique post-commune, il se passe plein de choses liées aux événements aussi historiques de Paris. Qui ont marqué l'histoire de Paris, et c'est vraiment un super polar. Ouais, et maintenant c'est une série, lorsque les gens l'ont découverte, ils attendent impatiemment le dernier tome, et quand ils le voient arriver en librairie, ils sont nous à chaque fois nous on est contents quand on a ouvert les cartons. Il est là enfin. Belle édition aussi, hein. Ouais. D'Autoilé, c'est vrai. Delcourt fait un bon boulot là-dessus. Et c'est pas terminé, parce qu'il y a 4 tomes, on attend la fin, en tout cas j'espère qu'elle sera en 5-6 tomes, parce que ce genre de série, il faut qu'elle soit assez courte finalement. Moi j'en prends 10. Moi y a pas de souci, je viens en prendre plus. Mais ma frustration, c'est effectivement, je l'ai dit, moi j'ai tout lu d'affilée. Oui. Mais comme j'ai tout lu d'affilée, moi je suis pas habitué à l'attente. Oui.
puisque je les ai enchaînés. Donc beaucoup de frustration, mais vraiment c'est incroyable. Je vous remercie pas de pas m'en avoir parlé avant. Alors c'était pour la blague, mais voilà, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et il a sa place dans le top, puisqu'effectivement le tome 4 est sorti cette année. Donc, tout à fait. Ouais. Très belle série, merci pour donc Les Contes de la Pieuvre, le tome 4 qui vient de paraître cette année aux éditions Delcourt. Moi je vais enchaîner avec Brume, chez Glénat, de Jérôme Pellissier et Karine Hinder. Je voulais insérer une série jeunesse. Alors je ne l'ai pas inséré pour l'insérer, attention, c'est un véritable coup de cœur, puisque le tome 2 est paru en début d'année, le tome 3 vient d'arriver. C'est une série, j'avais déjà parlé d'ailleurs en coup de cœur, je ne sais plus sur le tome 2 d'ailleurs en début d'année ou l'année dernière sur le tome 1, je ne sais plus, j'en ai parlé de toute manière de ce titre-là, et c'est une superbe série jeunesse. Unanime d'ailleurs, parce que tous ceux qui l'ont lu... Ah oui, c'est absolument génial. Ouais, ça fait partie des séries qui sont maintenant incontournables, à l'instar de Bergère Guerrière, je pense à Bergère Guerrière, des séries qui sont toutes efficaces et excellente dans tous les tomes de toute manière, puisqu'il n'y a pas un tome en dessous de l'autre, il y a toujours de l'aventure. On va suivre une petite fille qui s'appelle donc Brume, qui est persuadée d'avoir des pouvoirs, elle est persuadée d'être une sorcière, de pouvoir remplacer la sorcière du village, puisque la sorcière, dans chaque village il y a une sorcière qui est censée protéger le village. Et la sorcière a disparu, donc Brume va se mettre en tête de protéger le village, de devenir la sorcière en titre, et elle s'imagine transformer une vieille femme en cochon noir, et ce petit cochon noir va la suivre du début jusqu'à la fin, ce petit cochon noir qui d'ailleurs va l'aider dans ses aventures, parce que c'est lui qui lui règle les problèmes, parce qu'elle en crée quand même pas mal de problèmes, Brume, et elle va être aussi suivie par un petit garçon qui s'appelle Hugo, qui n'a Dieu que pour elle, qui voit Brume comme une véritable héroïne, une aventurière, on pourrait même dire téméraire. Donc voilà, c'est une petite fille qui va vouloir à chaque fois résoudre les problèmes du village, et qui va dans chaque tome en savoir un peu plus sur la sorcière qui a déserté le village. On en sait définitivement plus dans le 3e tome. Et c'est une série terminée en 3 tomes pour l'instant, mais on pourrait très bien revoir les héros dans d'autres aventures. Oui, ça pourrait... Alors effectivement, à la fin des 3 tomes, on a des réponses, on a même presque toutes les réponses, mais on pourrait la revenir dans d'autres aventures, que ça dérangerait pas du tout, et on pourrait continuer la série comme ça sur d'autres créatures fantastiques, parce qu'à chaque fois c'est des dragons, c'est des loups, c'est plein de créatures fantastiques ou tout un folklore. Oui. Je crois que les auteurs viennent de Bretagne. Exactement. Du coup, ils s'inspirent sûrement, c'est très forêt aussi, il y a un tome, le tome 2, c'est dans une forêt un peu sombre. Tout à fait. Voilà. Comme tu l'as dit, les auteurs sont bretons, donc Jérôme Pellissier et Karine Hinder, et donc ça s'inspire beaucoup des légendes bretonnes, du folklore. Naya, la véritable sorcière, ça fait partie du folklore breton. Il y a aussi Rochefort-en-Terre, le village de Brume, qui a beaucoup inspiré les auteurs, avec leurs habitants ou en couleur et caractère. Il y a la fontaine de Jouance, tu as parlé aussi du folklore avec la forêt. Il y a aussi l'Ankou à un moment. Bon, bref, c'est une série jeunesse. C'est presque sûr que c'est certain que vous allez aimer. Vous pouvez y aller les yeux fermés pour vos enfants. Dès 7 ans, 7-8 ans, pour les premières lectures aisément. Et puis même pour les adultes, nous on l'a dévoré. C'est ce que j'allais dire, voilà. Pour les enfants, mais pas seulement. Ouais. Et ton top 2, s'il te plaît, Max? Alors moi je vais vous parler du Roi Méduse de Brecht Evans chez Actes Sud. Alors c'est un premier tome de ce qui me semble être un diptyque. Alors je m'avance peut-être, ça sera peut-être plus long. Donc je vais vous lire le résumé. On suit Arthur qui grandit en voyant le monde à travers les yeux de son père, c'est-à-dire un monde hostile et violent, menacé par un vaste complot où il faut se méfier de tout. Claquemurés dans leur maison transformée en citadelle, le père et le fils s'entraînent pour le grand combat à venir contre les forces du mal. Quand le père disparaît mystérieusement, Arthur, 10 ans, doit se débrouiller seul pour le retrouver. Alors dans ce récit, j'y ai retrouvé beaucoup de Profession du père de Sébastien Gneidig chez Futuropolis. On suit en fait un garçon totalement pris dans la spirale complotiste de son père, alors un peu une espèce de psychose aussi paranoïaque. En fait, ce qui est assez intéressant dans ce récit, c'est qu'on oscille entre il est fou et en même temps, des fois, il y a des petits indices qui montrent qu'il aurait peut-être raison. Alors on est un peu troublé à savoir si le père a pas raison en fait, et qu'il y aurait un grand complot et il en serait au centre. C'est une histoire filiale aussi, d'une filiation entre un père et un fils, donc un père qui l'élève seul.
C'est en fait dans sa dureté, dans sa rigueur qu'il impose à son fils, c'est assez touchant. En fait, j'ai l'impression qu'il lui souhaite le meilleur, qu'il souhaite en faire un homme prêt à toutes les situations. Et alors c'est un peu une vision dure de la parentalité. Mais le garçon est en fait, par exemple à l'école, on le voit bien en avance comparé à ses autres camarades. Alors sur des sujets par exemple de survivalisme ou ce genre de choses sur lesquels les autres enfants sont pas du tout exposés. Mais voilà, je trouvais leur relation à la fois touchante et un peu dangereuse en quelque sorte. Mais et alors aussi le dessin de Bret Evans qui est fantastique, on dirait crayon de couleur. Des doubles planches à la composition mais totalement incroyable, en spirale, en escalier, il passe par toutes les formes d'expression qu'il a à travers son crayon. Et voilà, moi ça a été un gros coup de cœur que j'ai poussé un peu toute l'année parce qu'il me semble qu'il est sorti vers janvier ou février, je crois. Oui, tout à fait. Et voilà, j'attends la suite, j'aimerais bien savoir la conclusion. En fait, on sort du tome 1 et on a juste envie de savoir la suite. On a envie de savoir si donc y a vraiment un complot ou pas et où est passé son père en fait. Donc voilà, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Merci Max. Eh bien, on va rentrer les gars dans le top 1, le livre que vous avez préféré de l'année. Si encore une fois, c'est restreindre un peu le choix, mais malgré tout, il fallait faire une sélection. Alors, quel est ton titre préféré de l'année Alors, pour les auditeurs assidus du Bashicast, zéro surprise. Je l'avais annoncé d'entrée de jeu, il n'a pas bougé. Il était sorti en janvier dernier. Et c'est bien évidemment It's Only at the Center of the Earth de Zoé Sorogood. Voilà, qui est une œuvre profondément introspective où je trouve qu'elle est un petit peu sans concession sur sa propre vie, où elle parle de ce syndrome d'imposteur qu'elle a en tant qu'autrice de bande dessinée, de son mal-être un petit peu familial, du contexte dans lequel elle a grandi. Enfin, c'est vraiment, finalement sur le papier, c'est pas du tout mon genre de prédilection et pourtant c'est une œuvre qui m'a beaucoup touché. Encore plus maintenant vu le drame familial qu'elle a vécu il y a peu, où elle a perdu son frère qui a mis fin à ses jours, donc voilà, ça donne beaucoup plus de poids, même si ça en avait clairement pas besoin à sa bande dessinée. Donc voilà, c'est vraiment, c'est pas du tout un journal intime, c'est voilà des tranches de vie, des épisodes de sa vie, ses relations amicales, ses relations amoureuses, et le tout porté par un graphisme que je trouve très varié. Enfin, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est du livre. Voilà, j'adore chez elle ce parti pris des dessins plus réalistes, des dessins en noir et blanc. Voilà, on sent qu'elle a été biberonnée à la pop culture, biberonnée au manga, et on retrouve tout ça dans son dessin, ce qui fait que ça rend la lecture plus plaisante, plus douce malgré le propos qui est difficile. Donc non, moi il a pas bougé. Enfin, j'ai beau avoir eu énormément de très très bonnes lectures toute l'année. Ouais, celui-ci, il bouge pas. Voilà, son seul point négatif, c'est peut-être son prix quand même, qui est un petit peu cher, compte tenu de la faible pagination. Mais voilà, alors est-ce que c'est un bon cadeau de Noël ? Je sais pas trop, parce que voilà, c'est peut-être pas très festif. Les Contes de la Pieuvre est peut-être plus sympa. Mais voilà, moi ça m'a énormément touché. J'y pense encore régulièrement. Et je pense que c'est une artiste sur qui on pourra compter à l'avenir, si tant est qu'elle fasse des choses un peu plus par elle-même, ce qu'elle a fait très récemment, par exemple un hack and slash. Voilà, graphiquement, moi ça m'a plu. Je sais que vous, en termes de scénar, ça vous a pas porté. Moi, pas tant que ça. Par contre, j'aime vraiment beaucoup son dessin. J'adore ses influences diverses et variées. Je l'ai fait remarquer dans Les Yeux de Billy Scott. Tout à fait, qui était sorti Max, on a vu énormément du bien d'ailleurs. Je me demande si t'avais pas fait aussi une chronique sur ce titre-là, Max. Ouais, je crois que j'en avais parlé il y a 1 an ou 1 an et demi dans le Bashicast. Ok. Ouais, bah écoute, c'est bien ce qui me semblait. Dans Les Yeux de Billy Scott, c'était son premier ouvrage qui avait été fortement remarqué dans le monde du comics. Elle a frappé très fort donc avec ce nouvel ouvrage. Et comme je suis pas très bien, je parle pas très bien anglais, je vais vous laisser dire le titre. It's Lonely. It's lonely at the center of the earth. Merci. Avec ce japonais américain, tu maîtrises toi. Damn. Allez, on enchaîne avec ton top de l'année, Max. Alors, s'il te plaît. Alors, en top de l'année, j'ai, comme Fred aussi, je crois qu'il était sorti à peu près en même temps, en plus choisi Au-dedans, un comics. Ah oui. De Will MacPhail, un peu comme l'auteur de Worm, un familier du New Yorker.
qui est illustrateur là-bas et qui sort son premier roman graphique. Pour le coup, moi j'ai une définition très chiante du roman graphique et là elle s'applique plutôt bien. C'est l'histoire de Nick, un garçon qui travaille dans la pub pour des marques de café, je crois, ou des bars. Et il est assez solitaire, il est un peu renfermé sur lui-même. Et en fait, par un concours de circonstances, il va vouloir s'ouvrir au monde et s'ouvrir aux gens d'une manière bien particulière, d'une manière assez bête mais qui marche très bien. En fait, il va discuter avec les gens et trouver la question qui va déclencher chez eux une espèce d'ouverture d'esprit, de d'âme, de corps, et qui va créer un lien indicible entre les deux. Ça commence par un plombier au début, je me rappelle. Ouais. Et en fait, ça crée des pages, donc le récit en noir et blanc. Et ces moments de connexion créent des pages en couleur absolument magnifiques. Et avec une symbolique sur ce que les gens ressentent, d'espèces de métaphores qui marchent très bien d'ailleurs, qui sont parlantes. Et voilà, j'avais adoré voir ce personnage s'ouvrir au monde, se connecter aux gens. Et en fait, à quel point ça lui fait du bien parce qu'il va dans l'album traverser une épreuve très difficile. Oui. Et comment cette manière de procéder va l'aider à surmonter cette épreuve. Oui, tout à fait. Je me rappelle de cette conversation avec ce plombier. En fait, c'est une conversation qu'on a tous les jours avec n'importe qui, qu'on connaît pas. Tu sais, une conversation de beau temps, ouais. Quelque chose d'assez anodin. Et je crois, le déclencheur, c'est il lui dit... mais je sais pas quoi dire aux gens comme vous. Oui, c'est ça. Et le plombier aussi. Et le plombier il se tourne et il lui dit ouais, moi non plus. Ouais. Et en fait la connexion elle se fait comme ça. Ouais. Tout à fait. Il décroche un dialogue comme ça, aussi simple que ça. Et là ils deviennent vraiment sincères après. Et c'est dans la sincérité en fait où ils se révèlent vraiment. Et donc ces planches couleurs que tu disais qui sont fantastiques. Ouais. C'est un véritable ouvrage que tu avais remarqué déjà dès le départ et qui a été sélectionné d'ailleurs pour Angoulême. Il fait partie de la sélection officielle si je ne m'abuse. Ouais. Voilà. Ouais, très bel ouvrage. Après, il y a d'autres titres aussi qui méritent, mais c'est vrai que celui-ci, tu en avais beaucoup parlé. Et je me demande si tu n'avais pas déjà vendu la mèche en disant celui-ci, j'annonce un prix. Peut-être dans un podcast. Quand j'en avais parlé, il y a moyen. Très bien. Et toi Lolo alors, c'est quoi ton top 1 ? Bon, je crois qu'il n'y a pas de surprise non plus sur mon top 1 puisque j'en ai parlé également dès sa sortie, c'était Ulysse Cyrano. Voilà. Aux éditions Casterman de Stéphane Servin, Antoine Christo, Xavier Dorizon. Enfin bref, vous connaissez au moins deux de ces auteurs puisque forcément Antoine Christo c'est sa toute première BD, il n'est pas de scénariste, encore moins dessinateur. Et c'est un spécialiste de la cuisine, un amoureux de la cuisine, de la gastronomie. Et donc il a participé avec Xavier Dorizon, un auteur qu'on ne présente plus, un scénariste qu'on ne présente plus, puisqu'il a notamment fait Le Château des Animaux, 1629, Le Troisième Testament, Long John Silver, enfin bref, on peut en passer. C'est un auteur extrêmement connu qui, cette fois-ci, pour l'avoir rencontré à Quai des Bulles à Saint-Malo, c'est un peu bousculé. Ouais, je connais des gens que vous ne connaissez pas. Jet set du 9e art. J'ai pu voir une conférence avec les trois auteurs donc, qui parlaient de cet ouvrage-là. Et Xavier Dorizon l'a clairement dit, c'est un peu bousculé. Il a dû notamment parce que déjà d'une, c'est écrit à 4 mains, que c'est pas évident d'écrire quelque chose à 4 mains. Et donc il a dû puiser quelque part dans des choses qu'il n'avait encore jamais exprimées. Et ça marche du feu de Dieu. C'est un superbe ouvrage. Alors je vais le pitcher très rapidement. Ulysse et Cyrano, ça raconte, on est au début des années 50, donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec un cuisinier, un personnage, un caractère, un peu bourru, une sorte d'Etchebest, grand gaillard, qui, dès les premières pages, va avoir une petite déception, et avec cette petite déception, il va quitter le monde de la gastronomie avec un certain panache, un certain style. Tout en jeu à son resto. Et donc voilà, il va devoir s'isoler dans la campagne bourguignonne. Et parallèlement à ça, on va suivre un jeune homme qui lui est destiné à reprendre l'entreprise familiale, qui est un véritable empire, qui pèse des millions.
Le père et son aïeul, le grand-père, comptent sur lui, bien sûr, pour reprendre l'entreprise. Alors le garçon, lui, il aimerait être dans un autre domaine, plus artistique, mais il obéit au père et à son grand-père. Malheureusement, l'entreprise va être frappée par un scandale et lui aussi va devoir s'isoler dans la campagne bourguignonne avec sa mère. Donc c'est la rencontre de ces deux personnages, de ce grand cuistot bourru et de ce jeune garçon qui est destiné à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans le récit parce qu'après, il y a beaucoup de choses à découvrir à l'intérieur, mais c'est une histoire de partage, de transmission des savoirs, de gourmandise. Et de la gourmandise, il y en a dans cet ouvrage parce qu'il est question de beaucoup de cuisine. Ouais, il y a des plats qui donnent envie. Hein. Clairement. Et le tour de force, encore une fois, je trouve, c'est que Xavier Dorizon, il a su s'entourer avec un auteur de BD qui n'est pas habitué à faire de la tranche de vie, c'est Stéphane Servin. Et là, les planches de Stéphane Servin, la narration, la manière de placer ces différentes cases, de construire ces planches, c'est absolument fantastique. C'est ça qui fait que ça matche vraiment. Les couleurs utilisées, c'est un ouvrage dense, une grosse pagination. Et qui est feel good. Voilà, s'il y a bien, il fallait placer un titre sous le sapin et c'est mon top de l'année. Je suis content de le placer sous le seul de sous notre le sapin. Sélection pour être placé sous un sapin, je crois. Parce que c'est un ouvrage qu'on peut conseiller à tout le monde dès le premier âge, hein, dès 8 ans, 9 ans. Si on a un bon niveau de lecture, vous pouvez le conseiller de 7 à 77 ans, comme la formule le dit. Ah, clairement, je confirme, c'est, je pense, le cadeau de Noël parfait, universel. À déconseiller si vous êtes au régime. Clairement. c'est vrai. Franchement, ça donne faim. Ouais, voilà, c'était un ouvrage qui a beaucoup marché et on aura la chance de recevoir Stéphane Servin. D'ailleurs, je le dis pour ceux qui écoutent le Bachicast, on aura Stéphane Servin donc le 1er mars qui viendra en dédicace à la librairie. On aura peut-être la chance de recevoir Antoine Christo et Xavier Dorizon aussi, les scénaristes, à cette occasion. Voilà, ça, on vous en reparlera. Classe. Ouais, clairement. Eh bien, merci messieurs pour ce top 3. Merci. Donc c'est la fin de notre émission. Vous avez désormais quelques pistes pour des idées de cadeaux, mais n'hésitez pas à passer en librairie pour nous demander des conseils, car d'autres coups de cœur n'ont pu être abordés ici, vous le savez très bien. Nous vous souhaitons donc de passer d'agréables fêtes de fin d'année et vous donnons d'ores et déjà rendez-vous à l'année prochaine. Merci, bisous. Ciao.